Salut, moi c'est Laura, et tu écoutes À toi la parole. J'ai toujours aimé ma ville, j'ai envie de la mettre en avant et en mettant en avant ce qu'elle a de plus précieux selon moi, c'est-à-dire ses habitants. Nombreux et nombreuses sont les Atois qui ont un projet qui les fait vibrer, un souvenir familial, une anecdote à partager, qui a eu un impact positif sur la ville. Bref, ils ont simplement une histoire à raconter. Aujourd'hui, je reçois Laurent Dubuisson. Directeur du Musée des Géants, historien et surtout fan de sa ville, il nous raconte l'histoire du Musée des Géants, comment la ferveur populaire a fait vivre celui-ci aussi pendant plus de 20 ans déjà, et comment celui-ci s'imbrique dans une offre touristique atoise qui est déjà bien remplie. Il nous parlera aussi de la gestion et de la conservation du patrimoine de la Ducasse d'Ath, c'est-à-dire ses géants et les différents chars. Alors je te laisse sans plus attendre découvrir l'épisode. Sur ce, bonne écoute! Je tenais juste à m'excuser, il y a de temps en temps des petites nuisances sonores lors de l'écoute, j'ai essayé de les réduire au maximum, mais n'étant pas une professionnelle, ça s'entend encore à quelques endroits par ici et par là. J'espère que vous aurez, malgré ça, une bonne écoute. Bonjour Laurent, et merci de me recevoir aujourd'hui à la Maison des Géants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques lignes? Laurent Dubuisson n'est bien sûr pas un nom inconnu à Ath, mais qui es-tu vraiment? Alors, je suis né à Ath, j'ai 47 ans maintenant. J'ai fait des études en histoire après avoir été au collège Saint-Julien, donc je suis historien de formation. J'ai travaillé un peu dans la presse et dans les médias. J'ai eu l'occasion de travailler à l'époque au Courrier de l'Escaut, et puis à la fin des années 90, il y avait la possibilité de travailler au niveau de la ville d'Ath. Alors j'ai commencé plutôt dans la communication et l'organisation d'événements, et puis c'est bien en place à l'horizon 2000, la création de ce beau musée qu'est la Maison des Géants. Et à la fois, comme j'avais des compétences en matière historique et des compétences en matière de communication, c'est à moi qu'on a confié la direction du musée depuis son ouverture en 2000. Oui. Donc c'est un grand plaisir que je m'investis dans cette Maison des Géants depuis plus de 20 ans. Et puis voilà, en dehors de ça... j'ai une gentille femme et 3 enfants, j'habite sur Ath et voilà, je profite de la vie qui est très agréable dans notre ville et dans notre région. Exactement. Après 20 ans, on peut voir une certaine passion qui naît autour des géants? Oui, on se rend compte à un moment que la Maison des Géants, elle arrivait dans un terreau qui était assez fertile, donc la Ducasse... on a l'impression qu'il y a une passion dévorante et qui, depuis, c'est pas loin de la création de rénovation du cortège, là dans les années 70, les Atois ont appris à aimer de plus en plus leur Ducasse. Et donc la Ducasse, qui au départ était une fête qui était essentiellement locale, a commencé un peu à être appréciée au-delà du local, au niveau régional. Et puis il y a eu un grand événement en 81, c'était les 500e anniversaire de Goliath qui a rassemblé vraiment du monde à l'échelon national. Et puis voilà, peu à peu de cet engouement est née la Maison des Géants, mais qui n'est pas née au milieu de rien, quoi. Il y avait déjà cette fête qui était assez importante. Donc voilà, nous on suit un peu l'histoire de la Ducasse et l'engouement autour des géants depuis 20 ans. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une passion assez incroyable ici à Ath. Et qui perdure aussi à travers les années. Oui, ça perdure et parce que on a la chance à travers les géants de toucher vraiment je dirais tous les âges, quoi, et notamment les plus jeunes. Et c'est là que parfois je me sens un peu vieillir parce que on a vu fréquenter cette Maison des Géants pas mal de jeunes garçons, de jeunes filles qui avaient 7, 8, 9 ans et qui étaient déjà passionnés des géants. Et puis maintenant,
eux, ils arrivent à l'âge adulte. Parfois, ils ont intégré des groupes de porteurs ou ils ont intégré des groupes de figurants ou des fanfares. Et donc, on sent qu'on les a un peu accompagnés. Je les appelle parfois les enfants de la Maison des Géants, à savoir qu'ils ont été baignés dans le musée depuis leur plus jeune âge. Et aujourd'hui, ils sont vraiment très impliqués dans la vie de la ville et plus particulièrement du folklore. Oui. Si tu devais expliquer en quelques mots qu'est-ce qu'on peut retrouver au musée, tu dirais? Ce qui est vraiment essentiel pour nous, c'est un musée dans lequel les gens doivent se sentir bien et doivent comprendre cette passion et cette ferveur pour le folklore date. C'est un musée aussi où à un moment on veut se laisser surprendre et se laisser découvrir. Donc, je pense notamment qu'on essaye de faire découvrir à la Maison des Géants des trucs qu'on va pas pouvoir voir ailleurs. Donc c'est vrai qu'avec l'irruption notamment des médias, des vidéos, quand le musée s'est ouvert en 2000, il y avait beaucoup d'audiovisuels parce que les gens n'avaient pas les ressources audiovisuelles pour découvrir des choses qu'ils connaissaient pas sur la Ducasse. Mais avec le développement de l'Internet, de YouTube, etc., maintenant, l'audiovisuel est accessible partout. Et donc, nous, Maison des Géants, parfois, on essaye de pouvoir présenter aux gens des choses qu'ils verront nulle part ailleurs qu'à la Maison des Géants. Et on essaye vraiment très régulièrement de pouvoir changer les contenus, proposer de nouveaux éléments, de nouvelles animations, des événements, pour qu'à chaque fois, ça soit un musée ou un lieu dans lequel les gens ont plaisir à revenir. Et quelque chose qui me fait vraiment, vraiment très plaisir, c'est qu'on est dans un musée qui a vraiment été apprivoisé par toute la population. Moi, j'ai beaucoup de collègues dans d'autres villes, par exemple, qui me disent qu'à travers le musée, ils n'arrivent pas à toucher toute la population. Ils atteignent une petite partie des gens pour qui rentrer dans un musée est quelque chose d'évident, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et donc, moi, je suis particulièrement content à hâte parce que la Maison des Géants est vraiment un lieu où tout le monde se rend, sans barrière. Les gens. Oui, aussi bien les plus grands que les plus petits. Tout à fait. Et ils reviennent aussi. Ils reviennent. Et alors, pour des choses qui peuvent être parfois qui peuvent être des conférences ou des choses plus pointues, mais parfois des événements très populaires, comme un baptême de géants, comme la présentation du calendrier. Donc j'ai l'impression que dans les Atois, ils trouvent beaucoup de plaisir et ils trouvent des choses à chaque fois nouvelles. Et puis après, ce qui est aussi intéressant dans le boulot, c'est qu'on a l'occasion de faire découvrir Ath et ses traditions aux personnes qui viennent de l'extérieur. Oui. La Maison des Géants est aussi le siège de l'Office du tourisme, et donc on a vraiment une mission de développement du tourisme à Ath, et donc de pouvoir expliquer aux gens qui viennent de l'extérieur c'est quoi les particularités de notre ville. Et donc c'est aussi intéressant d'être en contact avec toutes ces personnes qui viennent de l'extérieur. Oui, et puis montrer l'étendue, je veux dire, d'autres monuments, comme par exemple Saint-Julien qui se trouve en face, peut-être aussi tout ce qui est tourbe urbain et ce genre de choses, même si... Et donc proposer peut-être aussi d'autres visites que la Maison des Géants même, comme par exemple la visite de la tourbe urbain ou autres monuments, je vais dire, au centre-ville, mais je suppose aussi dans les communes avoisinantes. Oui, donc la structure, notre mode de fonctionnement, si on peut parler un peu des coulisses, c'est que la structure qui pilote l'ensemble des musées d'Ath s'appelle l'Office du tourisme. Et donc l'Office du tourisme d'Ath gère à la fois la Maison des Géants, mais aussi l'espace gallo-romain, qui est le musée archéologique, le musée de la pierre de Mafle, mais on gère aussi toutes les visites touristiques des monuments, ça peut être la tourbe urbain, mais même des visites découvertes du centre-ville. Cet été, on va faire visiter le clocher de Saint-Julien pour découvrir le panorama de la ville, ou les fameuses casemates, à savoir ces tunnels souterrains qui existent au faubourg de Tournai. On collabore avec la forge d'Ostige, le moulin de Moulbet. Donc voilà, au-delà du côté purement géant et Maison des Géants, on a vraiment un travail qui nous amène à aller beaucoup plus loin, à développer des choses, par exemple, comme la randonnée vélo. Donc tout ce système de points nœuds qui maintenant est installé, ces panneaux qui sont installés dans toute la commune, nous on travaille aussi là-dessus pour faire la promotion et la valorisation de ces éléments-là. Ok. La Ducasse a été aussi reconnue en 2005, si je ne me trompe pas, par l'UNESCO. Est-ce que tu as vu aussi un engouement encore plus grandissant, peut-être aussi plus international, vers tout ce qui a trait, à la ville d'Ath, mais aussi peut-être surtout à la Ducasse?
Mais donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vraiment l'impression que l'impact de la Ducasse, il est en train de monter, mais vraiment depuis 40-50 ans. Et donc, nous, Maison des Géants, on l'a vraiment accompagné. Et la reconnaissance de l'UNESCO en 2005 est un peu venu vraiment dire attention, maintenant la Ducasade, c'est pas qu'un truc purement local, c'est pas qu'un truc national, mais non, il y a un intérêt qui est vraiment international. Et donc on a vu un gros impact, mais essentiellement dans un premier temps au niveau des médias. Où on s'est rendu compte que parce que la Ducasse était labellisée UNESCO, on avait des demandes de médias qui venaient de l'étranger, quoi. Donc sur les dernières années, bien entendu, on a accueilli des chaînes françaises, mais qui de manière globale étaient déjà venues. On s'est retrouvé avec la télévision finlandaise, avec des chaînes japonaises ou même chinoises. Et donc chaque année, on voyait arriver ce genre de médias, et par là même aussi un peu d'impact avec un peu de tourisme asiatique qui vient à la Ducasse, mais aussi des gens qui viennent des quatre coins de l'Europe. C'était assez intéressant d'ailleurs en 2017 ou 2018, on a eu droit à une enquête sur la fréquentation de la Ducasse liée notamment à la récupération des données GSM. Ouais. Et donc on voyait vraiment la fréquentation, et c'est clair qu'il y avait un dimanche de Ducasse, un panel de personnes qui viennent des quatre coins du monde, quoi. Mais ça, la Ducasse reste quand même à l'échelle de hâte un événement très particulier où voilà, un week-end de l'année, on a des gens qui franchement viennent des quatre coins du monde, qui peuvent voir cette Ducasse qui a ce label international de l'UNESCO. Après, alors ça peut paraître parfois bizarre aux Atois, mais au fur et à mesure des années, notre ville est devenue touristique. Alors, on n'a pas un tourisme de gens qui viennent sur Ath pour passer des vacances d'été de 15 jours, ou des gens qui viennent de 350 ou 400 km, mais on a des gens qui viennent passer une journée ou une demi-journée à Ath, venant de 30-40 km aux alentours, et qui apprécient la ville parce qu'on a gardé un centre historique de qualité, avec encore pas mal de commerce. La Grand Place et son Horeca qui a une importance folle. On l'a vu pendant le confinement, hein, à Ath, quand l'Horeca est fermé. Exactement. Tout de suite l'attractivité, l'engouement de la vie, il a tendance à baisser. On l'a vu, premier jour de réouverture de l'Horeca, il y avait du monde à Ath, et quand on entend et qu'on parle avec les gens, il n'y a pas que des Atois, il y a des gens qui ont fait 25 ou 30 km, et pour qui venir boire un pot ou manger sur la place Ath est un lieu incontournable. Donc voilà, on a développé ce côté attractif qui fait que notre petite ville, elle ne vit pas que sur elle-même, mais elle est vraiment ouverte à toute la région, quoi. Oui. Un autre volet dont s'occupe la Maison des Géants, c'est aussi donc la restauration, l'entretien et le fait aussi de garder en état tout ce qui est géant et char du cortège, qui est donc en complémentarité avec ce que fait Rénovation du Cortège, donc qui, elle, s'occupe plus de tout ce qui est la partie figuration. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus ? À quoi... Qu'est-ce que ça représente ? Je vais dire, comment on choisit un projet par rapport à un autre. On se dit, voilà, cette année, on va refaire, je ne sais pas moi, le cheval Bayard ou un élément de Monsieur Goliath plutôt qu'un char. Ou voilà, comment ça se passe. Ouais, donc en effet, depuis la création de la Maison des Géants, c'est au niveau du musée qu'on assure un peu la coordination des travaux sur le patrimoine du cortège. Parce que là aussi, les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais il y a vraiment une qualité patrimoniale. Il y a beaucoup d'objets qui défilent dans le cortège de la Ducasse et qui auraient dans d'autres villes leur place dans un musée. Or, nous, chaque année, on va les faire défiler à l'extérieur, ce qui implique de prendre une série de mesures de précaution, de conservation et d'entretien. Donc, quelque part, pour nous, s'occuper du patrimoine de la Ducasse, c'est un boulot de toute l'année, puisque le travail va vraiment commencer juste après la Ducasse. Si on prend, par exemple, le cas des géants, les géants terminent leur sortie le lundi soir, on les déshabille le mardi matin, et avec toute l'équipe des monteurs et des habilleurs des géants, on fait un premier briefing sur un espèce d'état des lieux, des lieux, sur les problèmes qui ont pu intervenir, les petites casses, certains éléments auxquels on fait plus particulièrement attention.
Je pense particulièrement aux têtes des géants. Oui. Là aussi, les géants dates défilent encore avec les têtes originales qui ont plus de 200 ans actuellement, puisque les géants ont été détruits à la Révolution française. On a refait les têtes en 1806 et 1807, et ce sont les mêmes qui défilent depuis plus de 200 ans. Et ce sont des têtes qui sont en bois de tilleul, et donc elles subissent une série de chocs au niveau des danses quand on repose le géant. Et donc on est vraiment fort attentif. Est-ce qu'il y a des fissures qui apparaissent? Est-ce qu'on va devoir intervenir? Et au-delà de ça, l'état aussi des vêtements. Est-ce qu'à un moment, il y a une grosse drache? Est-ce qu'on a des vêtements qui ont des teints ou ce genre de... Ils sont encore bien blancs, bien propres. Ouais, tout à fait. Ou est-ce qu'ils n'ont pas raccourci? Voilà, ils n'ont pas risque de raccourcir. Les accessoires, bien entendu. Est-ce qu'il n'y a pas des coups aux cuirasses ou ce genre d'éléments? La problématique des cheveux des géants, comme il y a un côté un peu porte-bonheur, on se rend compte que parfois... il y a quelques mèches qui raccourcissent. Ouais, voilà, le mardi matin, ils sont passés chez le coiffeur sans que ça soit vraiment volontaire. Et donc, on fait cet état des lieux le mardi, et ça permet un peu d'anticiper ce qu'on va pouvoir prévoir au niveau de l'entretien. Il y a quand même au niveau des géants beaucoup de discussions et de collaboration avec les porteurs, parce qu'ils sont les premiers utilisateurs du géant. Ils l'observent pendant un week-end complet, donc c'est eux qui vont pouvoir nous dire il y a ça comme problème, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ce genre de choses? Donc on les écoute et on discute avec eux, et en fonction de l'état des lieux, des discussions, chaque année on prévoit une petite campagne de restauration. Et avec les chars, c'est un peu la même chose. Au lendemain où les chars rentrent au cortège, on fait cet état des lieux avec les services techniques, on voit où sont les problèmes. Des problèmes qui peuvent être des petits incidents qui sont arrivés. C'est pas rare à un moment que un char s'est pris à un arbre ou une branche d'arbre. Moi, je me souviens d'une année où je pense que c'était le char de l'agriculture où les freins n'ont plus marché et tous les enfants ont dû descendre et terminer à pied. Voilà, donc on a un problème de frein à régler. Voilà, c'est vraiment le genre d'éléments qui arrive. On fait ce bilan là quelque part en septembre-octobre. Ça tombe bien au niveau de la commune, puisque c'est la commune qui prend complètement à sa charge l'entretien des géants et des chars. On fait un peu les besoins budgétaires, et je dirais qu'on est même un peu plus prudent, puisque ici pour l'ensemble de la mandature communale, donc on a élu ici les représentants actuels de 2018 à 2024, on a déjà prévu un espèce de pré-budget pour chaque année jusqu'à 2024 qui prévoit notamment l'entretien, quoi. Donc on a des moyens qui sont garantis, et après un truc qui est quand même hyper positif, là aussi, quand je compare à d'autres villes, moi j'ai l'avantage quand je propose des budgets qui sont liés à l'entretien de la Ducasse. Ils sont rarement refusés. Ouais, voilà, on peut pas dire que les représentants politiques ont tendance à dire oh non, on va diminuer l'investissement sur la Ducasse. Ouais, après, c'est un peu la carte de visite de la ville. Tout à fait. On sait vraiment que c'est quelque chose qui est important, quoi. Donc voilà, c'est pas trop difficile d'obtenir des budgets sur la Ducasse, même si on est raisonnable, on dépense pas de l'argent pour le plaisir de dépenser de l'argent. Au-delà de ça, il faut savoir qu'on a vraiment depuis 20 ans, énormément travaillé sur le patrimoine de la Ducasse, ce qui fait qu'aujourd'hui, franchement, l'état du matériel du cortège est vraiment très très bon. Si on prend par exemple les structures des géants, j'ai parlé des têtes, mais elles sont vraiment contrôlées de manière très régulière. On a aussi eu l'occasion de prendre des empreintes des têtes, de faire des copies, si jamais un jour il y avait un problème, on a la capacité de les remplacer. Mais toutes les structures des géants, donc les paniers, les bustes, ont tous été remplacés sur les dernières années. Au niveau des chars, au moment de la reconnaissance UNESCO, il y a eu vraiment de gros investissements en matière de restauration de la feuille d'or. Et donc voilà, on a vraiment un cortège, je dirais, qui est en très bon état, et on affine un peu chaque année, et on fait vraiment, on garantit la qualité, quoi. Donc il y a vraiment de gros investissements qui ont été faits, et c'est une période peut-être parfois plus facile pour l'instant parce que le patrimoine du cortège est en bon état. Oui.
On parle bien entendu de la Ducasse d'Ath, mais le musée des géants et la ville d'Ath ne se focalisent pas seulement sur ce quatrième week-end du mois d'août. Je suppose qu'il y a aussi d'autres Ducasses de village qui sont peut-être mises en avant, ou pour lequel aussi, par exemple, la Maison des géants offre son aide, peut-être aussi d'autres collaborations plus internationales. Ouais, on essaye de pas faire de ducassocentrisme ni de attocentrisme, donc on essaie un peu d'être la maison de tous les géants, même si on sait que voilà les héros et la division 1 au niveau des géants, c'est sans doute c'est très certainement ceux du 4e dimanche d'août, mais depuis le départ il y a la volonté de s'intéresser vraiment à tous les géants. On s'en rend peut-être pas compte, mais en Belgique il y a plus de 2000 géants différents. Si on prend en France, il y en a 700, 800, il y en a 3000 en Espagne. Donc c'est pas les géants qui manquent. Et donc voilà, on essaye de s'ouvrir un tout petit peu. Le premier truc un peu sympa qu'on essaye de faire, c'est que ça fait maintenant plusieurs années qu'on a mis en place ce qu'on appelle le géant de la saison. Et donc tous les 3 mois, printemps, été, automne, hiver, on accueille un nouveau géant qui est présenté à l'entrée du musée et qui est un géant qui peut venir des quartiers ou des villages de l'entité ou même de plus loin. Par exemple, actuellement à l'entrée de la Maison des Géants, c'est le géant Magritte qui vient de Lessines. Oui. Avant, on avait eu le géant Clovis qui venait de Tournai. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, vous avez un beau géant, vous voulez présenter c'est quoi son histoire, c'est quoi ses traditions, vous avez la possibilité de le présenter pendant 3 mois au musée. Ça, c'est une opération qu'on fait et qui fonctionne très bien. Et puis, on a d'autres projets. Il y a notamment chaque année, en début d'année, le calendrier des géants qui reprend toutes les sorties, toutes les fêtes avec des géants qu'on a en Belgique et en France pendant toute l'année. Et c'est toujours l'occasion en début janvier de rassembler une série de géants qui viennent ici à Ath. C'est pas rare d'avoir 20 ou 25 géants qui sont dans le jardin du musée et qui viennent faire un peu la première fête de l'année. Et puis comme tu en parlais, on est aussi un peu à disposition des groupes. On a notamment, dans le cadre des restaurations de la Ducasse dont on parlait, des listes d'artisans. Donc quand quelqu'un a besoin de faire avoir recours à un vannier, ou à un sculpteur, ou à un restaurateur, on essaye de donner des coups de main. Donc voilà, c'est vrai que pour tous les géants de la région, on essaye un peu d'être un lieu de référence où ils vont pouvoir trouver des réponses. Oui. Et puis tu évoquais le côté international, ça a toujours été un peu la volonté depuis le début, c'est d'avoir des contacts internationaux. On vient d'ouvrir il y a quelques jours une exposition qui est consacrée à un créateur de géants français, Stéphane Delorance. Et donc on a beaucoup de géants français qui sont actuellement présentés dans le musée, mais on a régulièrement eu des géants espagnols, on a des contacts avec le Portugal, on a des contacts avec l'Autriche. Ça peut être parfois pour des rencontres de géants, ça peut être parfois pour des conférences internationales, pour des bouquins, ce genre de choses. Donc voilà, vraiment très régulièrement, on essaie de sortir de nos frontières et d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Oui. Une dernière petite anecdote, tu le mentionnais, la Maison des Géants va faire peau neuve, va donc subir une série de travaux. À quoi peut-on s'attendre et pendant combien de temps va-t-elle être fermée ? Ouais, c'est un projet dont on parle depuis un petit temps, qui me tient à cœur, mais ici, voilà, les choses se mettent en place et s'accélèrent. Donc je dirais, on a connu un peu une Maison des Géants depuis 2000, qui était un peu la Maison des Géants 1.0. Maintenant, on va vraiment changer et donc on va refaire complètement la présentation, ce qu'on appelle la muséographie du bâtiment. Et donc si aujourd'hui les visiteurs avaient essentiellement accès au rez-de-chaussée du musée, on va maintenant envahir complètement tout le premier étage. Et donc on va avoir 2 niveaux complets. Ça va agrandir les espaces. Et donc en réalité on va vraiment se recentrer sur ce qui fait la tradition d'Ath, la tradition des géants, mais au-delà de ça le patrimoine de notre ville. Il y avait notamment à Ath, les plus anciens s'en souviennent, un musée qui s'appelait le musée d'histoire et de folklore, situé dans la rue de Bouchain, qui est fermé depuis maintenant presque une petite dizaine d'années. J'allais dire longtemps. Ouais. Et donc en réalité on va fusionner les 2 musées, la Maison des Géants et les musées d'histoire et de folklore. On va présenter ça ici de manière très attractive. Et donc, au départ des géants et de la Ducasse, les gens vont pouvoir découvrir un peu toutes les richesses du patrimoine et de l'histoire d'Ath. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus. Je laisserai aux Athois le soin de découvrir tout ça. Mais quand ça, l'été prochain, et quand je dis l'été prochain, c'est l'été 2022,
puisque le musée ici va rester ouvert jusqu'en octobre-novembre de cette année 2021. Puis on va devoir fermer quelques mois et on réouvrira pour la Ducasse 2022, qui sera à mon avis exceptionnelle. Et donc là, les gens pourront redécouvrir une Maison des Géants 2.0 avec un contenu complètement nouveau. Oui. Voilà. Je ne sais pas si tu veux encore ajouter quelque chose avant qu'on coupe ou si on s'arrête sur cette note. Non, voilà, j'espère que notre discussion, ça permet de donner envie aux gens de découvrir cette Maison des Géants, mais voilà, j'en suis certain, parce que en tout cas les Atois sont très fidèles, reviennent régulièrement et nous envoient beaucoup de retours sur ce qui est d'ailleurs pas notre Maison des Géants, mais plutôt leur Maison des Géants. Donc voilà, qui savent en tout cas qu'ils sont les bienvenus durant tout cet été, où on essaye d'ailleurs... avec une vie qui reprend un tout petit peu de la normalité avec le déconfinement, on va essayer de leur proposer pas mal de chouettes activités, à la fois à la Maison des Géants, mais plus largement sur le centre-ville et dans les villages. Oui, merci. Voilà. Merci à toi. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire ou une note sur 5. Ça permet de faire vivre le podcast et de le faire connaître à plus de monde chaque semaine. Pour ne rien manquer, je t'invite à suivre la page Facebook ou le compte Instagram À toi la parole. À bientôt pour découvrir d'autres Atois et d'autres